Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Bonjour à toutes et à tous, en ce lundi 1er mai, je vous propose une série de rediffusions, les invités d'Homo Micro. Pour ce faire, je cède le micro à notre réalisateur Nathan Hilero. Bonsoir Brahim et bonsoir à toutes et à tous, où que vous soyez, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement je vais très bien. Effectivement, comme vous le saviez, nous avons une très grosse mobilisation ce 1er mai. J'espère que vous étiez nombreux d'ailleurs à y aller, malgré ce temps un peu moche, on va pas se mentir. Mais bon, ce n'est pas très grave. En tout cas, ce soir, au programme d'Homo Micro, c'est l'honneur des invités. Bien sûr que oui, les invités sont à l'honneur ce soir dans Homo Micro. Donc, voici ce que vous allez avoir ce soir. On retrouve, en tout cas, en tout premier, Valérie Beau, qui retrouve un très très grand réalisateur. Brahim ensuite va recevoir un écrivain par rapport à la mort de son fils qui a bouleversé le monde LGBT. Et enfin, on retrouvera Annabelle Guiraud avec ses deux invités parlant d'une association. J'espère que vous nous retrouverez et que vous nous écoutez toujours aussi nombreux sur les réseaux sociaux et sur un podcast. Je vous souhaite une très bonne émission à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Pour démarrer, donc, nous allons parler cinéma avec Valérie Beau. Nous sommes très heureux de recevoir Gaël Lépingle, réalisateur, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Alors, la semaine dernière, ma chronique J'écris ton nom portait sur ces deux derniers films sortis sur grand écran, Des garçons de province et Seuls les pirates. Bonsoir Gaël et merci de ta présence. Bonsoir. Alors, je vais reparler un petit peu de ton travail pour nos auditrices, auditeurs qui ne m'ont pas suffisamment écouté la semaine dernière ou qui n'étaient pas là. Donc, ces deux films, Des garçons de province et Seuls les pirates, sont envoûtants par cette même façon de filmer, d'insuffler de la poésie à la traversée des images et de la narration. Gaël, tu prends le temps, tu donnes le temps de voir, on se nourrit de tout et ça sonne juste. Après avoir découvert tes deux films sur grand écran, j'ai regardé ton premier long métrage sur tes conseils, merci. Le film c'est Julien, vous pouvez le visionner sur Tank. J'ai retrouvé avec bonheur ta touche esthétique et narrative. Ton travail est exigeant, tellement travaillé qu'il en est fluide, une évidence, une épure qui renouvelle le regard et tu interroges les questions d'identité, d'action, rester, partir, vers quel idéal, quel rêve. Tu transformes le vide en miracle, je peux dire, tu es un magicien de l'image et pour en arriver là, c'est un travail immense. Un laboratoire où tu libères par exemple le cadre formel du format d'image pour ton film Des garçons de province. Ta narration est à la croisée des chemins entre conte et documentaire. Il sonne juste et c'est terrible lorsqu'on voit un de tes films. Eh bien, c'est très simple, il donne envie de le revoir. Et ça, c'est très rare pour un film. Enfin, en tous les cas, ce que je ressens. Et je ne suis pas la seule, c'était la teneur des échanges aux soirées où j'ai participé au Reflet Médicis. Donc, Gaël, pour comprendre ton travail, je te propose de nous raconter ton parcours. Alors, déjà, merci. Je suis très touché de ce que tu dis. Mon parcours, en fait, c'est le parcours de quelqu'un qui grandit donc, dans l'agglomération, à l'ouest de l'agglomération orléanaise, quoi, justement un peu à la frontière presque de la Beauce, puisque Julien a été tourné dans la Beauce. Et cette jeunesse, donc, dans ce territoire-là, de jeunes gays, comme ça, ça a beaucoup construit et mon imaginaire, et ensuite, aussi tous les films que j'ai faits. Après, moi, j'ai un parcours, en fait, je commence beaucoup par le documentaire, puisque j'ai d'abord été programmateur, en fait, pour un festival, ce qui m'a permis de voir plein de choses, d'inviter des gens, des réalisateurs, de débattre avec eux. Et puis, à force, je me suis senti un peu plus outillé pour passer à l'action. Donc, c'était des années d'apprentissage avec le documentaire. Et aussi la découverte d'un cinéaste aussi qui était très important pour moi, dont je me suis beaucoup occupé, qui s'appelle Guy Gilles, qui est un cinéaste des années 60-70, encore un peu début 80, sur lequel j'ai fait 2 documentaires et aussi je me suis consacré à un livre, des rétrospectives, etc. Et qui était justement un cinéaste gay œuvrant dans les années 60 au moment de la Nouvelle Vague,
filmant son amoureux, Patrick Joannet. C'était quelque chose d'assez, pour moi, inédit. Et les films sont vraiment sublimes. Aujourd'hui, ils sont quand même un peu plus vus. Ils sont édités en DVD, ils sont montrés, mais ça a été c'était presque 20 ans de travail pour arriver à ça. Donc ça a été aussi un compagnonnage. Moi, je n'avais pas connu Guy Gilles parce qu'en fait, j'ai découvert ses films quand il est mort, en fait, en 96. Mais voilà, c'était quelque chose aussi qui m'a beaucoup constitué. Et puis après, ma foi, je sais pas. Donc là, c'est ta grande source d'inspiration. Guy Gilles, c'est un repère fondamental qui a construit ton regard. J'ai commencé à regarder un film de Guy Gilles sous les immenses conseils de Renan Prévost, que je salue chaleureusement, qui est un des comédiens avec qui tu as travaillé dans Seuls les pirates, et qui est aussi un passionné de Guy Gilles. Et j'ai retrouvé cette quête esthétique. Quand j'ai commencé à regarder un film de Guy Gilles, ça m'a pas étonné, cette correspondance. À la fois, toi, tu as ton propre rythme, ton propre souffle. Oui, mais il y a un thème, effectivement, c'est que Guy Gilles a grandi en Algérie. Il est parti à la fin des années 50 à Paris, et qui a toujours eu un truc quand même chez lui sur une sans que ce soit une mélancolie pied noir, mais quand même un truc sur un arrachement quand même et moi tout bêtement, alors c'est beaucoup moins spectaculaire parce que moi donc Orléans c'est justement pas très très loin de Paris, mais il y a toujours eu pour moi cette question de partir ou rester en fait, parce que la majeure partie de mes copains quand même une bonne partie est restée. Quitte à faire des métiers, comme on peut, à trouver des solutions aussi sur place. Et moi, je suis parti parce que le cinéma, pour moi, c'était Paris, parce qu'on voyait plus de films, aussi parce que sur l'homosexualité, ça me semblait à l'époque, en tout cas, plus facile aussi d'être à Paris. Mais c'est vraiment resté comme une question, où est l'aventure, quoi ? Est-ce que l'aventure, c'est partir, ou est-ce que l'aventure, c'est l'aventure du quotidien, avec ce qu'on peut trouver sur place pour vivre ou pour survivre ? Et cette question-là, elle est quasiment dans tous mes films. Oui, alors dans Julien, c'est déjà extrêmement exploité et les dialogues sont très travaillés. C'est un film multifacette parce que je pense que tout est bien. Enfin, moi qui suis, on va dire, toulonnaise et attachée à ce bord de mer, je me suis rendu compte à quel point des personnes qui pouvaient habiter dans des villages de bosses et finalement avec un océan de verre, de blé autour d'eux, étaient aussi attachées à leur territoire. Et c'est des questions qu'on retrouve dans le film des Garçons de province. Là, c'est sous la forme d'un triptyque où on suit en fait 3 vies. Et c'est à la fois suffisamment posé, la narration est très poétique, et chacun avec une sensibilité va questionner encore ce même sujet. Il y en a un qui est en couple, va-t-il quitter pour vivre autre chose, questionner l'amour aussi. C'est extrêmement varié, et tu travailles aussi, là tu es allé encore plus loin, j'ai l'impression, avec une quête esthétique où tu as retravaillé sur le format d'image. Et une question que je voulais absolument te poser, c'est sur ton travail qui est à la fois extrêmement préparé, et dans les échanges avec la salle, tu questionnes aussi en permanence. C'est comme un laboratoire quand tu filmes. Tu re-questionnes pour aller plus loin, j'ai l'impression. Oui, parce que j'ai pas envie, effectivement, d'une espèce de prêt à filmer, quoi. Donc, c'est des films qui, c'est peut-être aussi du fait que je viens du documentaire, mais il y a la question de l'enregistrement, du présent, de qu'est-ce qu'on peut inventer sur place, elle est toujours très importante. Sinon, il me semble toujours que ce qu'on va filmer ou les personnages de situation va être recouvert par un projet qui va plomber ou surplomber les choses. Donc, et c'est vrai que sur des Garçons de province, j'étais content parce qu'on a pu, il me semble effectivement, le fait que ce soit un triptyque, ça permettait d'éviter les grosses questions de narration, l'arc narratif un peu surplombant, et d'être vraiment dans la saisie de moments comme ça, un peu comme ça au ras des êtres, et je dis souvent de montrer plutôt que de raconter. Et ce qui me semble être un geste de cinéma vraiment essentiel. Et peut-être que c'est peut-être ça que tu as senti, toi, quand tu... Oui, et ça donne aussi, entre ton ressenti et la façon dont tu filmes, il y a quelque chose d'intemporel.
c'est comme si ça allait pas vieillir parce que les générations se suivent et se posent la même question. Les questions que toi, tu t'es posées il n'y a pas si longtemps, mais les nouvelles générations, voilà, ceux qui ont 15 ans aujourd'hui, on va dire encore plus jeunes que dans ton film, ils se posent les mêmes questions et c'est un grand saut aussi, même si c'est facile de voyager, même si il y a Internet, c'est toujours présent. C'est vrai qu'en même temps que pour moi, quand je dis province, parce que le terme paraît un peu désuet ou même parfois même péjoratif, bon, pour moi c'est un terme fort parce que c'est aussi le romanesque du 19e siècle aussi qui est inscrit là-dedans, mais en tout cas c'est aussi pour moi pas seulement un espace mais un temps qui passe plus lentement qu'ailleurs peut-être, ou qui parfois ne passe pas, enfin quelque chose comme ça d'assez suspendu, et c'est peut-être ça aussi qui donne le côté un peu atemporel dont tu parles aussi de ces films. Alors, je me suis posé une question, donc je te la pose aussi. Si tu as une source d'inspiration de films asiatiques, et je pense au réalisateur coréen Kim Ki-duk, avec sa touche onirique particulière, dans un été, un printemps, j'ai oublié le nom du film, mais avec ce côté lent, mais c'est une magie aussi, parce que c'est à la fois lent, mais jamais on s'ennuie. Et la province n'a pas l'air ennuyeuse du tout avec toi. En tout cas, je suis content que les films soient pas emmerdants, ça c'est sûr. Après qu'il y a quand même de l'expérience de l'ennui quand même. Certains personnages la font quand même. Je veux dire, dans Julien, les mômes qui font des tours de mobilette dans leur lotissement parce qu'ils ont rien d'autre à faire, ou même d'ailleurs le jeune homme des garçons de province qui traverse son village en talons parce que voilà, c'est juste cet après-midi-là, il y a rien, donc c'est pour tromper l'ennui, mais la question de l'ennui, elle est quand même prégnante. On se la coltine. En tout cas, dans ces territoires, ce que je précise quand même souvent aussi, c'est des endroits un peu anonymes où il n'y a pas une forte identité territoriale aussi. Si j'étais venu de Bretagne ou de je sais pas d'où, peut-être que je raconterais pas la même chose. Mais quand on habite à 100 ou 150 km de Paris, les villes sont un petit peu aspirées comme ça par la proximité de Paris. Et on peut vite s'emmerder quand même. Oui, mais l'esthétique est de toutes les provinces, et c'est pas du tout péjoratif. Dès que, avec les routes, le calme, ou les transports, les camions, on attend le bus. Voilà, on s'y reconnaît. D'ailleurs, dans la salle, les personnes d'origine variée, de province, se reconnaissaient. Mais parce que j'essaie quand même de filmer sans jugement, déjà, le paysage, et puis que sans doute, mine de rien, il y a quand même une tendresse. C'est quand même pour ces espaces. C'est là où j'ai grandi. Donc, je ne peux pas être dans un jugement. Il y a quand même ça nourrit mon imaginaire. Donc, moi, je les aime, ces arrêts de bus, ces camions qui passent. Oui, moi, j'aime ça. Et tu nous les fais aimer. Moi, vraiment, je les ai vus autrement. Ça a changé mon regard. Je voudrais connaître le retour en province justement du film. Tu en avais parlé. Tu allais avoir justement des projections. Alors, c'est vraiment, ça démarre tout juste, hein, vraiment. Là, ça a beaucoup été quand même des projections parisiennes pour l'instant. Donc, et puis ça dépend aussi. Là, je serais très curieux de le montrer, par exemple, et ça va arriver, hein, dans des petites villes, justement, parce que des grosses villes, c'est à la limite, c'est pas très loin de Paris, quoi. Mais des petites villes comme le film les présente, est-ce qu'il y a un effet miroir pour les spectateurs ? Ça, je l'ai pas encore assez expérimenté, mais ça va arriver là dans les jours qui viennent. Donc, je suis curieux de voir ce qui se passera. Donc voilà, donc je vous encourage tous à voir le film. Et maintenant, alors, quels sont tes projets ? C'est plutôt des projets de théâtre, là, pour l'instant. Voilà, donc là, il y a une pièce musicale là, pour l'automne qui se présente. D'accord, voilà. Écoute, tu n'hésiteras pas à venir vers nous. On pourrait vraiment parler des heures, et d'ailleurs, c'est un bonheur, après chaque projection, lorsque tu es présent, les échanges avec la salle sont passionnants. Voilà, tes films sont vraiment d'une immense poésie et moi-même, ça me donne envie encore de le revoir. En tous les cas, parmi les 3 que j'ai vus, je vous encourage. Est-ce que tu peux nous dire où il passe en ce moment ? Il passe à partir de mercredi. Il passe au cinéma L'Archipel, vers Strasbourg-Saint-Denis, et au cinéma L'Entrepôt dans le 14e arrondissement. Donc là, c'est pour Seuls les pirates. Ça, c'est pour Des garçons de province. D'accord. Et Seuls les pirates, d'après mes informations, je crois que c'est l'Archipel. D'accord. Voilà. C'est ça. Voilà. Et puis après, dans différentes villes en province, mais après, là, il faut regarder sur Internet. Exactement. Merci, tu restes avec nous pour la suite de l'émission. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk.
En ce qui concerne ce soir la musique, tout simplement, moi je vous emmène sur un nouveau chemin, puisqu'on va continuer dans cette magnifique branche jazz. Cette branche jazz, eh bien tout simplement, elle est abordée d'ailleurs et même représentée par un très grand artiste que j'aime beaucoup en ce moment. Il s'agit de Al Jarreau. Pour ceux qui connaissent pas Al Jarreau, eh bien tout simplement, il a une très très grosse carrière dans le jazz. Il a été très très grand influent dans les années 80 et 90 de certains genres, notamment, on va dire en partie de la Motown, mais en tout cas, tout ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, on va écouter un de ses morceaux les plus fabuleux, d'ailleurs avec ses doigts magnifiques, douces et un peu mielleuses. Eh bien, je vous emmène tout de suite sur son titre Morning. Homo Micro, l'invité du jour. Bonsoir Issane, merci de nous appeler dans Homo Micro depuis Bruxelles. De quelle ville exactement?
En Belgique, pardon. De Liège, exactement. De Liège. Merci. Alors, Hassan Jarfi, donc, alors, votre combat, bien sûr, contre l'homophobie, après le meurtre de votre fils, vous avez donc écrit un ouvrage il y a maintenant quelques années. J'aimerais que vous nous en parliez un peu avant les différentes questions qu'on sera amené à vous poser, Hassan. Bon, je ne sais pas si vous savez, mon fils, âgé de 32 ans, avait été enlevé par 4 voyous dans une voiture le soir de l'anniversaire de sa maman, alors qu'il était sorti pour appeler son frère pour venir le reprendre et le conduire à la maison pour assister à l'anniversaire. Ces voyous-là voulaient prendre une fille à la place, mais Issa a dit à cette fille-là, qui était devant le café, un café fréquenté par la communauté LGBTQ, et il lui a dit « rentre, c'est pour ta sécurité ». Ils l'ont fait monter dans leur voiture, et ils l'ont pris à 15 kilomètres pour le faire sortir de la voiture, le déshabiller et le jeter dans le coffre. Et s'agissant d'une petite Polo, et ils étaient à 4 à l'intérieur. Oui. Et mon fils a ramassé des coups, et puis 15 kilomètres plus loin, dans un bois isolé, ils l'ont fait descendre et ils l'ont tué. À 4, ils lui ont cassé sa cage thoracique, sa boîte crânienne. Ils ont tout fait éclater à l'intérieur. Ils ont découpé son corps avec des coupures de 36 cm et ils l'ont laissé là-bas, le visage face contre le sol, à une température de frigo, Voilà. en se disant que le lendemain, ils allaient revenir pour brûler son corps, pour effacer toutes les traces d'ADN. Mais il se fait que l'âme de mon gamin était tellement pure qu'il y a une volonté quelque part qui n'a pas voulu couvrir le meurtre de ces barbares. Oui. Et ils avaient volé son GSM. Un des assassins a volé son GSM et il a offert en cadeau à son papa. Son papa, qui était d'origine turque, a remercié son fils. Il a mis sa carte SIM et il a appelé la Turquie. La police a retrouvé la trace de cet appel et ils ont pu trouver les assassins, les 4, qui ont été donc jugés. Moi, ce crime-là, mon gamin, c'est la chair de ma chair. Jamais, aujourd'hui encore, j'ai 70 ans, jamais je ne pourrais accepter sa disparition. Mon fils serait mort suite à une maladie quelconque, je l'aurais accepté. Ou suite à un accident quelconque, je l'aurais accepté comme tout le monde. Mais qu'il soit tué pour ce qu'il était, jamais je ne pourrais l'accepter. Et c'est pour cela que ma douleur n'a pas de prix. Et j'ai essayé de trouver quelqu'un qui puisse m'écouter. Mais je n'ai trouvé personne. Je ne suis pas écrivain, mais je suis devenu écrivain par la force des choses, parce que ce que je voulais, c'est juste écrire ce que je ressentais. Et j'ai pris donc l'ordinateur et j'ai commencé à écrire. Curieusement, au lieu de commencer à écrire et à raconter mon amour pour mon fils et ce qui lui est arrivé, j'ai commencé par parler de mon père. Finalement, j'ai compris que le père, le fils et le petit-fils n'ont fait qu'une seule personne. Parce que mon papa, qui était berbère du sud du Maroc, m'avait éduqué à l'ouverture et à l'amour des fleurs aussi. Il m'a appris les fraisias, il m'a appris toutes les fleurs qu'on allait chercher ensemble, les semences dans le marché des Français. Et alors, il semait ça sur la terrasse et je me faisais un plaisir de me lever le matin très tôt pour sentir le parfum de ces fleurs. Et il adorait beaucoup les chansons. C'était un homme qui aimait la vie et il aimait aussi mon fils. Donc, mon papa m'a passé son amour que j'ai passé à mon fils. Et c'est un amour qui reste indélectible parce qu'on ne peut pas l'effacer, on ne peut pas l'oublier. Aujourd'hui, je vous parle,
Je suis dans un petit kiosque, tout petit, dans un espace de coworking. Je suis appuyé sur la table, les yeux fermés, et je vous parle dans le micro en imaginant mon fils. Hassan, vraiment, on vous sent que vous parlez avec beaucoup d'émotions et c'est vraiment terrible ce qui est arrivé à votre fils. Et ce qui est intéressant chez vous, c'est que, et dans votre livre, vous l'avez donc écrit, il n'y a jamais de haine quelque part dans votre écrit. Et ce livre que vous avez écrit, donc s'adresse à qui? J'imagine aussi aux assassins. Principalement, vous savez, les assassins, ils étaient 4, mais dans la réalité, ils sont beaucoup plus que 4. Il y a des assassins qui ont exécuté mon fils. Il y a des assassins qui auraient souhaité le faire. Il y a des assassins qui auraient commandité ce meurtre. Il y a des assassins qui n'arrêtent pas encore de tuer mon fils par la pensée. Et finalement, je m'adresse à toutes ces personnes-là qui n'ont rien compris à la vie. Je ne suis pas là pour donner des leçons, mais chacun a le droit d'aimer les personnes qu'il souhaite. Personne ne peut intervenir dans ce choix-là. Comme on aime bien d'aimer, on aime bien d'être respecté dans notre choix. C'est ce qu'on fait pour les autres. Donc mon livre, il s'adresse aux assassins en priorité, mais il s'adresse aussi aux personnes qui ont vraiment rejeté, qui ont vraiment dénoncé et qui militent encore contre l'homophobie. Ces personnes, ils ont besoin de cette énergie, qui est l'énergie d'Hissane. Moi, je crois que Hissane continue encore de vivre puisqu'on parle toujours de lui, de la manière dont il a été assassiné. Et les personnes qui l'ont connu, ils ont compris combien il était gentil, combien il était adorable, serviable, altruiste pour les différences et comment il a été donc sanctionné pour son amour de vivre ensemble par ceux qui n'ont qu'une seule vision monolithique sur la vie que, en dehors de leur opinion, point de salut. Alors Hassan, votre vie aujourd'hui, donc c'est la lutte, c'est le combat en permanence. Vous avez créé donc une fondation et depuis c'est aussi ça votre vie aujourd'hui. Oui, enfin, vous savez, je suis vraiment quelqu'un qui préfère rester dans le cadre de mon amour pour mon gamin, pour mon fils. Les gens sont venus m'aider en créant la fondation. Cette fondation, son objectif est de lutter contre l'homophobie avec des moyens, on va dire, appropriés. C'est bien qu'aujourd'hui, il y a 5 personnes qui travaillent, des salariés, des employés qui travaillent au sein de la fondation, parce que la fondation va chercher les moyens. Mais moi, pour vous dire la vérité, je laisse les personnes compétentes pour diriger cette structure administrative et institutionnelle. Moi, je me contente d'aller dans les écoles pour parler d'Hissane, de l'amour d'Hissane, de l'homophobie. Je vais dans les centres culturels, je vais dans les églises. Certaines congrégations m'invitent, mais pas toutes. Une synagogue m'avait invité aussi. Et je vais là où on m'invite et je vais là où le message risque de ne pas passer pour montrer aux personnes que c'est une richesse d'avoir des avis différents, mais que la plus grande richesse, c'est de pouvoir s'accepter et de rester l'un à côté de l'autre sans se juger. Votre message, il est vraiment très très fort et vous pouvez pas imaginer comment vous pouvez donc alerter un grand nombre de personnes, ceux qui comprennent, ceux qui ne comprennent pas. Et je me dis, d'où vous vient cette force quelque part quand on vous entend parler de votre fils, qui n'est malheureusement plus là aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous retient? Il y a effectivement la lutte et le combat, parce que vous avez envie de, si je puis dire, un peu le ressusciter dans votre combat quelque part. Et d'où vient cette force quelque part chez vous? J'aimerais que vous nous disiez 2 mots à ce sujet, Hassan. Oui. Vous savez, ça a commencé à sa naissance. Lorsque il était né, mon épouse voulait l'appeler Ismaël. Et je lui ai dit non, pas Ismaël, parce qu'Ismaël, il a failli être tué par son père. Je n'ai pas besoin de ce présage-là. Je vais essayer de lui trouver un joli prénom. Et comme je suis soufi, mystique,
Je sais que le plus haut degré de la vie spirituelle, il s'appelle Ihsan. Ça veut dire l'excellence. Et en fait, l'excellence, ça ne veut pas dire autre chose que le fait de pratiquer ces valeurs. Il y a l'islam, ça veut dire exécuter la prière, le ramadan, etc. Ce sont des gestes qui sont très, très primaires, on va dire. Et puis alors, il y a l'aspect fidéique, où par la mentalité, on commence à réfléchir, à penser, à intellectualiser certaines valeurs. Et puis l'ihsan, c'est le fait de le mettre en pratique. C'est de se taire et de pratiquer. Vous voyez quelqu'un qui est pauvre, vous n'allez pas dire non à la pauvreté, mais vous faites ce que vous pouvez, ce que vous avez dans la poche, vous le donnez à cette personne pauvre qui ne vous connaît pas, qui ne vous connaîtra jamais, et vous partez. C'est un petit peu, quelque part, c'est ça l'ihsan. Donc moi, j'ai choisi le meilleur symbole pour mon fils qui s'appelle l'excellence. Mais parfois, on a l'impression qu'on choisit et en réalité, on ne choisit pas. Parce que le mot ihsan, le nom d'ihsan, il est valable pour les garçons comme pour les filles. Et regardez, par mon choix, je n'ai fait qu'exécuter un plan qui était déjà tracé. Je suis devenu quelque part déterministe, mais pas fataliste. Non, mais déterministe. Ça veut dire que ce qui arrive, il n'y a rien de mieux qui peut arriver que ce qui est arrivé. Et que malgré les meilleures volontés, on ne pourra jamais percer les secrets du destin, ni les anéantir les forteresses du destin. Avec les meilleures volontés, on ne pourra jamais. Malgré toutes les protections que j'ai données à Ihsan, toutes les leçons, toutes les choses, est arrivé ce qui était arrivé. Donc, l'amour que j'ai pour Ihsan depuis sa naissance, depuis son enfance, depuis son éducation, je peux vous jurer qu'un seul sourire d'Ihsan, ça vous remplit votre cœur de bonheur. Quand il était petit et même quand il était grand. C'est quelqu'un qui ne savait faire autre chose que de donner l'amour et d'exporter cet amour autour de lui et de contaminer toutes les personnes qui se trouvent dans les environs par cet amour et par cet amour de la vie et cette naïveté qui était la sienne. Et c'est ça qui l'a fait tuer, parce qu'il croyait que l'homme était quelqu'un de pur et qu'il ne peut jamais être un loup pour l'homme. Oui. Malheureusement, j'avais vu avec lui le film Jonathan le Goéland, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. Jonathan de Seagull. Je lui avais montré que la personne qui sort du cadre de la société sera bannie par la société. C'est ce qui est arrivé à Jonathan, mais même s'il est banni par la société, s'il recherche la vérité, il finira par comprendre le secret de la vitesse absolue. Oui. C'est ce qui était dans le film. J'ai vu avec lui le cercle des poètes disparus. Tous les deux, nous étions fans de Pasolini. Et ça, mon gamin, il avait une Vespa, avec une cigarette et une Vespa rouge, comme celle qui se trouve dans le film de Pasolini. Hélas, il a été tué plus ou moins de la même manière que Pasolini. Un destin bizarre. Hassan, alors merci vraiment pour ce beau message. On sent bien que Ihsan, il est toujours avec vous. C'est ce qui vous donne aussi cette force qui vous permet de combattre et de lutter, d'intervenir un peu partout. Finalement, j'imagine plein de gens qui aimeraient bien vous avoir comme père, parce que vous êtes un véritable exemple. Moi, en vous écoutant, je me suis retrouvé aussi dans pas mal de domaines à travers mon histoire et ton histoire. Donc, on aura de toute façon l'occasion de se rencontrer en Belgique, très prochainement. Puisque ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer, parce que je sais qu'on a beaucoup de choses à partager. Exactement, il y a des histoires similaires, effectivement. Et moi, effectivement, vraiment, c'est un plaisir. Et merci encore beaucoup pour votre message. Vous êtes vraiment encore un exemple. Bravo pour ce que vous faites. Force à vous. Et Ihsan restera, puisque vous avez des croyances qui sont très fortes et très profondes, toujours là quelque part. Et comme vous disiez tout à l'heure, vous le signez, le destin est comme ça. Sa mort était programmée, mais il est là, quelque part. Et c'est aussi ça l'important. Merci Hassan. Rappelez-moi et rappelez-nous le titre de votre ouvrage. C'est Ihsan Jarfi, Le couloir du deuil. Le couloir du deuil, c'est très spirituel et j'explique pourquoi le couloir et pourquoi le deuil.
un deuil qui n'a jamais commencé, qui ne se terminera jamais. Donc, Merci beaucoup et à très très vite, Hassan, et force à vous en tout cas. Merci à vous. merci beaucoup. Est-ce que je peux compter sur vous pour avoir une copie Oui, de votre décision? exactement, un exemplaire qu'on vous adressera Courage. très très vite et très prochainement, bien sûr. Merci beaucoup et très bonne continuation. Et merci, et longue vie à votre fondation également. À bientôt, Hassan. Merci, au revoir. Bientôt. Homo Micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Nous allons passer à la musique. Alors donc en ce moment de la Saint-Valentin, j'ai demandé à chacun d'entre nous de nous présenter un morceau. Et je vais commencer par vous proposer un morceau que j'adore, qui date, mais qui fait toujours parler de lui. Il s'agit de Jacques Brel, Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu 2 fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril, et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie. Le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Homo Micro, l'invité du jour. Et nous allons donc demander à toutes nos auditrices et auditeurs de ne pas nous quitter, vraiment de rester avec nous toute la vie. Et nous allons passer maintenant à Annabelle Guiraud et ses invités. Bonsoir Daphné. Bonsoir Annabelle, bonsoir toute l'équipe. Et oui, ce soir nous accueillons Daphné Guillot par téléphone depuis Nantes pour son roman illustré S'il suffisait qu'on s'aime, chronique des années PMA pour toutes. Alors, avant de commencer notre interview, Daphné, je te propose de placer le décor. Allez, c'est parti. Daphné, tu es mariée avec Julie. Vous êtes parente d'un petit enfant d'à peu près d'1 an et demi. Vous avez décidé de raconter votre histoire d'amour et désir d'enfant au travers du spectre sociétal et légal de ces 10 dernières années. Pour cela, vous avez choisi un support très sympa, très populaire en ce moment, le roman illustré. Cet ouvrage, c'est donc Si il suffisait qu'on s'aime, chronique des années PMA pour toutes, aux éditions Stenkiss. Un livre de 302 pages, écrit à 4 mains et illustré par ton épouse Julie. Et qui se lit, chère auditrice et auditeur, d'une traite. Alors, ma première question, tu sais, j'aime beaucoup tout ce qui est genèse, comprendre le pourquoi du comment. Alors, raconte-nous comment est venue l'idée de cet ouvrage. Oui, alors cet ouvrage, je crois que le projet, il est né pour nous en 2017-2018, quand on a nous-mêmes commencé en fait à évoquer notre désir d'enfant autour de nous. Et c'est vrai qu'on s'est confronté à des réactions auxquelles on ne s'attendait pas de la part de nos proches. Tout d'abord, c'est vrai qu'il y avait de l'ignorance et puis il y avait aussi des réticences, pas tant sur le fait qu'on ait un enfant, mais qu'on envisage de le concevoir par PMA. On avait un peu l'impression de faire un deuxième coming out. Donc je crois que c'est ça qui nous a poussé à écrire ce livre. Et puis on était à un moment particulier parce qu'il y avait vraiment une lesbophobie décomplexée dans les médias et aussi relayée par les politiques. Donc je crois que porté par tout ça, devant le fait qu'il n'y avait pas d'ouvrage sur le sujet, nous on avait envie d'écrire ensemble aussi et du coup de porter un autre discours sur cette question-là. Ça nous a amené à nous lancer dans la grande aventure de l'écriture. Très bien. Alors d'ailleurs, on avait parlé du sujet en novembre avec Sylvie Lee, qui a écrit aussi un ouvrage sur la PMA, mais à destinée des petits-enfants, pour expliquer le concept. Et donc là, vous arrivez en complément. Et ce livre est vraiment génial. Alors, je fais vite fait le speech. Donc, on est sur un fond d'évolution législative. On suit vos pérégrinations de vie, de la rencontre amoureuse à la naissance de votre enfant, passant par la découverte de l'une et de l'autre, l'emménagement, la vie de couple, le pacte, le mariage, et aussi, comme tu le disais tout à l'heure, la lesbophobie. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de femmes lesbiennes qui vont se retrouver dans vos dialogues parfois. C'est très rigolo. Et je voulais revenir justement sur ce, parce que vous pointez vachement la réglementation. Et c'est très très bien fait. Et c'était important pour vous de parler de l'amour lesbien en même temps que la République progressait sur le droit des personnes LGBT+. Oui, dès le début du projet, vraiment, on avait envie d'articuler notre témoignage personnel et intime à une chronique médiatique, politique de ces années vraiment charnières entre le vote de la loi mariage pour tous en 2013 et puis les révisions de loi bioéthique en 2021. Et on voulait vraiment, à travers ça, montrer comment l'intime est politique, comment les renoncements, les décisions politiques peuvent avoir des répercussions directes dans l'intimité des personnes concernées. Et du coup, offrir un témoignage vu de l'intérieur sur ces années-là. On n'a vraiment pas beaucoup entendu les personnes concernées pendant tout ce débat. Donc, c'était aussi une façon de donner un autre regard, en fait. Ouais. En tout cas, c'est réussi. Une synthèse législative parfaite. On lit ça comme un feuilleton avec en superposition votre vie de toutes les deux. C'est parfait. Alors, on va justement parler de politique, de société. Au micro, on en parle régulièrement. On est dans une société qui est fortement marquée par l'hétéronormativité. Et le point le plus révoltant, je crois, dans votre livre, c'est la lourdeur patriarcale ancestrale du Code civil. C'est vrai que tant qu'on n'est pas confronté à certaines choses, on ne s'en rend pas compte. La parole médiatique aussi, qui est laissée à des experts scientifiques plutôt mâles, insidieusement lesbophobes et manipulateurs de conscience, acculturés sur le sujet. Tu peux nous raconter comment cela s'est passé pour vous? Pas évident quand vous parliez de votre désir d'enfant dans votre environnement.
Je me rappelle de proches. Hein ? Tu veux nous raconter ? Oui, tout à fait. Au départ, déjà, nous, on n'osait même pas en parler entre nous. Je crois que ça a commencé comme ça. Enfin, on s'est rendu compte que, voilà, parler de désir d'enfant entre nous, voilà, on craignait l'une et l'autre la réaction qu'on allait recevoir. Donc, il a fallu qu'on passe par toute une phase de déconstruction de nos propres préjugés, de aussi changer le regard, je pense, qu'on avait sur nos corps. Et puis ensuite, aller construire notre légitimité auprès de modèles, de références qu'on a été un peu rechercher parfois assez loin dans les archives. En même temps, c'était un travail passionnant de se replonger dans toute l'historique. Et oui, sur l'hétéronormativité qu'on voit et la pertinence du patriarcat, c'est vrai que nous, on a été assez scotchés, parfois amusés, et en même temps, on trouve ça pathétique de voir que les arguments anti-PMA, anti-mariage pour tous, anti-IVG, anti-contraception, anti-choix, c'est toujours les mêmes. Et donc voilà, c'était intéressant de faire ce lien-là aussi. Et les lois sont toujours discriminantes, d'ailleurs vous le rappelez dans le livre. Mais avant de penser à la conception d'un enfant, ce désir d'enfant, mais il est né progressivement, unilatéralement, puis conjointement, toutes les deux. Et d'ailleurs vous avez d'abord pensé à l'adoption. Et là encore, c'était la surprise. Il y a de la discrimination. Oui, vraiment. C'est vrai qu'on sortait des années, de l'année 2013, du vote de la loi mariage pour tous qui ouvrait l'adoption aux couples homosexuels. Il y avait un peu l'idée que ça y est, tout était acquis à ce moment-là. Et c'est vrai qu'en regardant de plus près le sujet de l'adoption, on s'aperçoit qu'on a obtenu ce droit à un moment où en France, il y a très peu d'enfants qui sont adoptables. Qu'en plus, l'adoption, c'est décidé par des conseils de famille qui, ça a été révélé dans la presse, ont appliqué des politiques très discriminantes envers les couples homosexuels qui se présentaient. Et puis, à l'étranger, c'est de même, en fait. Il y a de moins en moins de pays qui permettent l'adoption, encore moins aux couples homosexuels. Et quand on regarde dans le détail, on voit qu'on conseille fortement aux couples homosexuels d'indiquer qu'ils sont désireux d'adopter un enfant, alors dit à particularité, c'est-à-dire avec un lourd handicap, une maladie chronique ou alors une fratrie. Donc c'est vrai que oui, en allant regarder dans le détail ce qui était la réalité du droit à l'adoption, on a perçu l'ensemble des discriminations restantes sur ce sujet. Alors après, je ne vais pas raconter le livre, mais vous êtes parti donc sur une conception. L'une des deux allait porter l'enfant, je ne vais pas dire qui. Les lecteurs, les lectrices vont le découvrir. Simplement, il faut savoir que c'est un sacré parcours de combattante pour devenir mère. Et moi, j'aurais bien aimé savoir quel a été l'impact de votre aventure humaine sur votre vie professionnelle. Vous avez joué l'invisibilité ou carte sur table ? Les deux, je dirais. Moi, en fait, avant qu'on se lance concrètement dans le parcours, moi, j'étais dans un milieu professionnel dans lequel j'étais pas du tout out. Ça a été inenvisageable de l'être parce que j'étais dans un environnement professionnel très homophobe. Donc, il était clair que la première étape pour moi, pour concevoir notre famille, c'était de changer de travail. Donc j'ai changé d'environnement professionnel et là encore c'était plus simple. Je pouvais être out au travail et tout le monde était soutenant. Mais dans le concret de l'organisation d'un parcours PMA en même temps que de continuer à mener sa vie professionnelle, c'est très compliqué. Et puis je crois qu'on se plonge directement dans le fait de plus avoir d'intimité de couple et rien que le fait d'avoir à annoncer qu'on a un projet d'enfant assez responsable à son employeur, qu'on va être absente et que tous les mois on lui dit ça va encore continuer le mois prochain. C'est une vraie violence en fait d'avoir à faire ça
alors même que nous, à ce moment-là, on est dans la tornade des émotions qui accompagnent un échec d'insémination et on ne sait pas trop où on trouve l'énergie pour repartir sur une nouvelle tentative. Donc c'est vraiment pas quelque chose d'évident. Quand on t'écoute, je pense qu'à ce moment-là même, j'avais intériorisé moi-même de la lesbophobie parce que au moment où on l'a fait, il y a une loi qui était passée qui autorisait les couples en PMA à bénéficier d'absence pour ces traitements-là, et nous, moi je l'ai même pas demandé en fait. Je pensais même pas. Voilà. Donc, il y a du chemin encore. Oui, dis donc. Et d'ailleurs, tu le dis, c'était violent. Alors, et on se rend compte donc qu'aimer, faire famille, être mère n'est pas donné à toutes les citoyennes. Alors là, je vais faire une question un peu plus ouverte. Selon toi, est-ce que le mariage pour tous et la loi de bioéthique n'auraient pas dû être portés par le ministère de la Famille, qui, je rappelle, a disparu sous l'ère Macron? Est-ce que ça aurait, au lieu que ça soit porté par la justice et tous les autres ministères là? C'est sûr. En tout cas, la chose qui est à peu près sûre pour nous, c'est que cette loi, elle n'aura absolument pas dû être dans le périmètre des lois de bioéthique. Je crois que c'était la stratégie du gouvernement Hollande aussi pour repousser le débat et le vote de cette loi, parce que il savait très bien qu'en le mettant dans ce paquet de lois-là, ça allait mettre plusieurs années avant d'arriver à l'Assemblée. Et puis surtout, c'était un argument en or en fait pour les homophobes qui disaient si ce sujet-là est dans les lois de bioéthique, c'est bien que ça pose des questions éthiques. Alors que nous, il n'y a aucune question éthique sur le sujet. C'était en effet une question de droit et de justice. Donc je pense que ça a été très dommageable pour tout le monde, pour nous les personnes concernées, parce que ça a mis des années avant d'être voté, parce que ça a empêché d'aller plus loin dans le débat législatif, en effet, sur la filiation. Ça a contribué, je pense, à l'exclusion aussi des personnes trans. Et puis, pendant toutes ces heures de débat sur cette question de la PMA, on n'a pas parlé d'autres sujets qui étaient éminemment plus de l'ordre de la bioéthique et de l'éthique. Eh bien, merci Daphné pour ton avis sur cette question. Alors, une histoire... Votre histoire, un livre qui fera écho donc certainement chez de nombreuses auditrices et auditeurs. Donc je rappelle le titre du livre, S'il suffisait qu'on s'aime, chronique des années PMA pour toutes, aux éditions Steinkiss. Est-ce que tu peux nous dire où on peut le trouver? Dans toutes les bonnes librairies? Oui, exactement. Très bien. En région, on peut le commander, voilà. Et est-ce que vous avez des dates prochaines de dédicaces, de rencontres à nous communiquer? Oui, plein de choses au mois de mars. Déjà, ce jeudi, on sera à Tours à la librairie Les Temps Sauvages en compagnie du Planning Familial. Et puis après, le 12 mars au WoW Festival à Bordeaux, le 15 mars à Nantes à la librairie Maison Marguerite et le 25 mars au Festival BD Essonne à Igny. Quel programme! Ouais. Un beau succès très mérité. Merci. Merci à vous deux. Alors, est-ce que vous comptez faire d'autres livres? Oui, on a plein d'idées. Ouais, plein d'idées. Mais pour l'instant, on ne sait pas sur quel sujet on va partir. Ouais. Valérie, tu voulais réagir? Oui, mais moi je trouve très courageux. Déjà, c'est le parcours de combattante parce que c'est très difficile physiquement à faire surface. Quand un essai, un échec et repartir, et j'imagine se questionner. Et puis des sortes de vagues, il y a des vagues hormonales, de pics, de chutes. Enfin, je pense que c'est très compliqué. Faire un tel livre, c'est très courageux, parce que c'est aussi se mettre un peu à nu quand même. Mais c'est d'autant plus courageux et c'est généreux parce que justement, je pense que vous avez manqué de modèles et ça permettra à toutes et à tous et à tellement de toutes de comprendre les obstacles et les avancées. On les a payés cher, dans le sens où on croit qu'on a des acquis et puis finalement, concrètement, comme pour l'adoption, on sent que les personnes de même genre sont des couples de seconde zone, donc c'est assez révoltant.
Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation. Bon salon du livre et je suis sûr à très vite dans mon micro pour nous présenter le prochain ouvrage. Avec plaisir. Merci à vous. À bientôt. Merci. Au revoir Daphné. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. J'espère que vous avez apprécié d'ailleurs cette magnifique rediffusion de plusieurs éléments. Et puis moi, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine avec une très très belle émission du 8 mai, puisque oui, nous aurons une très très belle émission pour le 8 mai qui sera aussi avec des invités. Vous verrez, la liste sera bientôt annoncée. Et puis sur ce, moi, tout simplement, je vous dis au revoir et je vais vous dire au revoir en musique. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est la chose la plus magnifique qui existe dans ce monde. Ainsi, je vous conclus cette magnifique émission par un morceau qui m'est favori et que je série beaucoup. Il s'agit de Billie Jean de Michael Jackson. On écoute ça et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao, ciao.
Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.